la connaît, je suppose, à Espace. Gisèle est psychanalyste à Espace depuis fort longtemps. Elle a beaucoup travaillé, beaucoup écrit et elle va nous faire aujourd'hui une petite conférence qui entre évidemment dans le fil de ce que nous avons travaillé depuis hier, à savoir objet perdu, objet petit a, cause du désir. Voilà, Gisèle, je te passe la parole. Merci. On entend bien? Oui? Alors, il n'y a pas d'autre moteur au désir que la perte d'un objet, pour nous qui prolongeons la pensée de Freud et de Lacan. Il n'y a pas d'autre force du désir que le manque de ce qui a été perdu et qui pousse à en retrouver une forme qui apaise, qui comble la perte, qui satisfasse de quelque manière. Certes, lorsqu'un objet est désiré, la force qui pousse vers cet objet n'a pas conscience, si l'on peut dire, qu'elle est poussée par derrière, qu'elle est poussée par la perte qui la cause, alors qu'elle se sent propulsée vers le devant, vers cet objet qui l'attire, qui semble l'attirer comme un aimant, alors que cet objet n'est que la forme qui peut accueillir cette force. Il n'y a qu'à, tant c'est ainsi que cette force procède, et c'est d'ailleurs facilement vérifiable, il n'y a qu'à pour cela voir la nécessité urgente, pulsionnelle, comme on dit, où vous êtes de remplacer de quelque manière un objet auquel vous tenez lorsque vous l'avez perdu. Pourtant, il est arrivé à Freud de contrevenir à ce principe. Par exemple, alors qu'il a le premier, bien sûr, défini l'objet perdu. Par exemple, lorsqu'il définit le narcissisme primaire comme un capital de libido accumulé dans le moi qui, à partir de là, distribuera ses dividendes, en quelque sorte, sur des objets, lesquels seront alors aimés ou désirés. Une telle idée de formation du narcissisme et du désir a été combattue par Lacan, expliquant qu'il n'y a nul narcissisme primaire, nul capital de libido premier à distribuer ensuite, parce que la force désirante ne vient pas d'un capital qui se redistribuerait, d'un flot qui se répandrait aux étages inférieurs, d'un ruissellement, comme on dit, elle vient du manque, elle ne vient pas du plein. Et dans ce cas, il n'y a de narcissisme que secondaire, celui du miroir, qui permet de fournir à l'enfant une unité imaginaire de son être, enfin, lorsque son corps est depuis longtemps morcelé entre ses pulsions et ne possède aucune unité autonome puisqu'il fait encore partie de l'autre. Il y avait dans ce narcissisme primaire un fantasme, si l'on peut dire, de riche, comme on dit un choix de riche. Il a pris des allures qui d'ailleurs ont fait rire à propos de l'oblativité obsessionnelle du stade génital face à la personne totale. Je reprends les expressions qui étaient alors en usage dans ces lieux-là, que Lacan a critiquées. Mais on rit jaune parce que ces théories hypéistes, disons pour résumer, de l'oblativité qui s'étendait même à l'acte sexuel comme un don, ne s'entendent plus dans notre champ. Ces idées fantasmatiques de don à partir d'un capital premier coulant sur les objets sont apparues comme ce qu'elles étaient, à savoir que pour se positionner ainsi, le sujet de ce fantasme est au même moment en train de priver l'autre de ce qu'il a. Il lui donne quelque chose pour autant qu'il le prive. Il fait semblant, si on peut dire, de lui donner quelque chose pour autant qu'il le prive. Il y en a parmi d'autres un renversement majeur effectué par Lacan. De ces renversements qui ponctuent l'évolution nécessaire de la pensée psychanalytique et qui dessinent pour nous la psychanalyse à venir, celle qui a une chance d'avenir. Devant ces renversements, certains expliquent que Freud avait peut-être dit ceci, mais pas tout à fait, ou que tout Lacan d'ailleurs est déjà dans Freud et qu'il n'y a pas véritable progrès de l'un à l'autre. Ce sont là des mouvements de pensée ou de savoir que je dirais transférentiel. Si nous traitons notre savoir comme un savoir scientifique, même si la psychanalyse n'est pas une science comme telle, il est simple de considérer une première étape
de savoir, celle des découvertes freudiennes, puis une deuxième étape, avec évidemment nombre d'auteurs, mais notamment lacanienne, qui d'une part valide les découvertes, mais en apporte des ajustements et des remaniements. Peut-être d'ailleurs aussi une troisième qui remanie la précédente, etc. Pour ma part, lorsque je présente sur un point une limite de Freud au regard du remaniement lacanien notamment, je sais combien d'autres concepts de Freud me sont toujours utiles, parfois même plus que d'autres, comme par exemple sur le rêve. Lorsqu'on considère ainsi notre savoir, il ne vient à personne l'idée qu'un ajustement ou qu'un remaniement de la première étape de pensée psychanalytique consisterait à trahir le découvreur. Vérification que sa pensée est valide passe par le fait même de l'actualiser pour la faire perdurer. Ceci étant une remarque de méthode. On peut aussi interpréter, d'un point de vue analytique, certaines étapes de l'histoire de ce savoir. Et c'est tout à fait intéressant. C'est ainsi que Lacan a procédé sur un point dont je vais parler. C'est une manière essentielle d'en restituer la portée, la justesse, mais aussi les remaniements nécessaires. Je me souviens d'un moment passionnant de ce congrès d'espace analytique, un congrès qui était passionnant de bout en bout, auquel nous avons tous pris grand plaisir, où il était question dans la discussion du fait que dans les archives de Freud, à leur ouverture, on avait découvert le fait que son père avait eu des gestes sexuels envers ses frères et ses sœurs. De sorte que pour certains de l'audience, la discussion sur le renoncement de Freud à sa neurotique devait interpréter cela et non pas le tenir sous silence. Oui, en interprétant. Le virage que Freud avait renoncé, en effet, à une réalité du viol paternel, une causalité de la névrose, non pas en tant que singulière, mais en tant qu'universelle, puisqu'il avait une causalité universelle. Et il avait On vous entend pas du tout. fantasme incestueux du sujet, cette fois donc universelle. On ne vous entend pas. Ils nous entendent pas non Désolée, plus. humanité. Je comprends pas que la technique soit pas meilleure. Enfin, Zoom, ça a 5 ans, ça. C'est pas possible. Mettre les haut-parleurs. Ah, ouais, pourtant. Est-ce que là on entend? Très bien, là. Oui. Donc non, il a remis le haut-parleur. C'est ça, hein? Donc il les faut. Il les faut. Oui. Le renoncement, donc j'étais en train d'évoquer le fait que euh, euh, Freud avait évoqué, voire posé, postulé le viol paternel, la perversion paternelle comme causalité de la névrose, non pas en tant qu'universelle, mais en tant que singulière, et qu'il revenait dessus, pardon, non pas en tant que singulière, mais en tant qu'universelle, pour chaque cas de névrose, et que c'est là-dessus, bien sûr, qu'il est revenu pour soutenir à l'inverse un fantasme incestueux, cette fois universel, pour le sujet. Ce renoncement marquait pour les psychanalystes l'entrée dans la structure de l'inconscient avec celle du fantasme, bien sûr, et pour d'autres, il représentait, encore aujourd'hui, vous le savez, une trahison, un déni de la réalité des victimes d'inceste ou d'abus sexuels qui se retrouvaient, pensait-il, accusées de fantasmer. Cette histoire de la pensée psychanalytique est fort intéressante et elle est étrange. Elle est étrange puisque, comme chacun sait, de plus en plus, il y a d'une part des pères réellement incestueux, et plus qu'on ne l'avait cru, à l'époque où, en tout cas, où Freud avait ce fantasme. Et d'autre part, il y a toujours des sujets qui fantasment réellement l'inceste, et il n'y a même que ça. Curieusement, ces deux parts de la réalité, l'Oedipe et le père incestueux, ont été brandies et sont encore brandies l'une contre l'autre, comme si l'une pouvait annihiler l'autre, comme si se trouvaient opposés deux universels.
et que l'un des deux avait été choisi en sacrifiant l'autre. Au prix de quelle torsion, au prix de quelle erreur logique ces deux éventualités peuvent-elles être opposées l'une à l'autre et servir d'argument l'une contre l'autre, alors même qu'il n'est pas difficile de savoir, de s'apercevoir qu'elles sont parfaitement compatibles et d'ailleurs qu'elles compatissent bien souvent. Dans l'échange qui a eu lieu au Congrès, certains demandaient donc ce que la psychanalyse faisait aujourd'hui de ce fait historique. Je crois que c'est une question à laquelle certes, il faut répondre comme je viens de le faire, qu'il s'agit d'universel et de singulier, que ce n'est pas la même chose. Mais aussi, il ne suffit pas de répondre comme si elle ne se posait pas, c'est-à-dire comme s'il ne s'agissait que d'universel et de singulier. D'autant plus, et je vais m'appuyer là-dessus, que Lacan y a répondu jusqu'à la fin de son enseignement, me semble-t-il. Une réponse qui interprète le fait, aussi massive que discrète, passé un peu inaperçu, il faut bien dire, d'une certaine façon, et qui consiste en ceci. Lacan n'a pas objecté au tournant pris par Freud renonçant à sa neurotica, bien entendu. On ne revient pas sur le moteur d'une découverte, et d'une découverte qui s'avère juste et définitive. En revanche, on peut l'analyser de telle façon que son versant de symptômes, comme il y a un versant de symptômes dans toute découverte, puisse être interprété. Et justement, c'est cela, d'une part. Lacan a traduit l'Oedipe en logique, ce qui lui a été l'occasion d'élaborer une logique du sujet de l'inconscient, et d'autre part, il l'a analysé et interprété comme un analyste peut le faire en analysant ce qui caractérise nos structures symboliques, nos lois religieuses ou politiques. Ces deux démarches concomitantes nous donnent une idée centrale de la fonction de l'objet en psychanalyse sous ses différentes formes. La mise en logique d'abord. Il s'agit bien sûr de la fameuse logique d'aliénation-séparation. Lorsqu'elle a été élaborée par Lacan dans les années 60, il s'agissait de montrer que le sujet oedipien construit par Freud, celui dont nous nous servons à tout bout de champ, résultait d'un processus logique inconscient. Et comme cette logique n'existait pas de logique de l'inconscient, une grammaire simplement chez Freud, mais pas une logique, il fallait la construire. C'est un sujet qui se définit, le sujet oedipien, qui se définit par son désir, le désir incestueux pour la mère et éventuellement pour le père. Et au déclin de l'Oedipe, persiste un reste sous la forme d'un fantasme qui va influencer ses symptômes et ses désirs. Le désir interdit du sujet pour le premier autre, éventuellement déplacé sur son deuxième autre, est un désir posé là comme universel auquel il doit renoncer du fait de l'interdit de l'inceste, et il s'agit donc là de l'objet perdu par excellence, celui de Freud, bien sûr. Le premier pas de la mise en logique lacanienne a consisté à rétablir le temps logique précédent de ce sujet. Un tel sujet ne peut pas sortir de rien, même s'il le croit, surtout s'il le croit. La source donc de ce sujet désirant, c'est l'aliénation, ce que Lacan a appelé l'aliénation, où lui-même ce sujet était précédemment objet du désir. Celui de l'autre, bien sûr, la mère. Puis la manière dont il lui fut interdit ce désir de la mère, interdit ou limité par la fonction du père, quel qu'il soit. Alors évidemment, la différence, vous le voyez tout de suite, c'est que le désir de la mère, en principe, n'est pas incestueux, quand le désir du sujet oedipien l'est. Alors c'est de là que ce sujet est issu en s'en séparant. C'est une séparation de cette aliénation-là, primordiale, qui procède de trois temps logiques, dits de la métaphore paternelle, comme Lacan les a appelés. Je les résume très brièvement. Au premier temps, l'enfant veut être l'objet satisfaisant du désir de la mère, cet objet phallique du désir. Puis il aperçoit que l'objet du désir de la mère est possédé par un autre, par exemple le père, mais pas forcément, à partir de quoi il ne peut plus se juger logiquement apte à la satisfaire totalement, ce qu'il visait, et cette limite
De fait, cette limite réelle produit un interdit logique. Ce n'est pas un interdit sur la forme si tu continues, on va te la couper. C'est un interdit logique. Et enfin, le père intervient, dernier temps, à l'endroit de l'enfant, après cette castration symbolique, lui conférant cette fois symboliquement un objet du désir, un objet phallique du désir, oui, sur le mode de l'être ou de l'avoir, selon différentes choses sur lesquelles je ne vais pas m'arrêter ici. Alors, vous voyez d'ailleurs que j'ai pratiquement évité d'utiliser le mot phallus imaginaire et symbolique, alors qu'il a été, vous le savez, massivement utilisé par Lacan dans les moments de cette élaboration. J'ai utilisé le terme d'objet du désir de la mère, ça s'entend bien sûr. J'ai évité d'abord parce qu'il est fort mal compris et fort récusé, vous le savez à l'heure actuelle, source de malentendus, de rejets, mais aussi parce qu'il est au centre d'une erreur, de ce que Lacan a appelé l'erreur commune, qui est en cours de rectification, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Analyser ainsi l'Oedipe freudien comme résultat de la métaphore paternelle en fait un deuxième temps logique, même s'il fut découvert en premier par Freud. C'est un temps donc de séparation à partir de cette aliénation première. En effet, ce sujet relève d'une logique de séparation faisant suite à l'aliénation, puisque Freud avait construit en somme un sujet séparé de sa neurotica du père pervers par la fondation conceptuelle de l'Oedipe. Il s'en séparait sur le mode, oui, de le sauver, comme Lacan le disait, en mains endroits. Freud sauve le père, c'est-à-dire à un certain niveau, c'est très clair, à d'autres niveaux, ça l'est beaucoup moins. Là où Freud dit à Fliss que malheureusement son père est un de ses pervers avec ses frères et ses sœurs, il lui annonce néanmoins qu'il ne croit plus à sa neurotica. En un sens donc, dont on a vu tout à l'heure qu'il est tout à fait valable, puisque tout dépend de l'universel ou du singulier. Mais en un sens, en effet, il sauve le père, son père, si l'on peut dire. Mais quel père? Alors, bien entendu, c'est au moment de la mort de son père que ce retournement se produit, bien entendu. Une séparation, dans le deuil, c'est très fréquent de sauver quelque chose de l'être perdu au moment où on le perd. Le deuil consiste en ça, notamment. Une séparation logique, telle que Lacan l'a pensée, comporte une torsion. À la fois, le sujet se libère en partie de son aliénation à l'autre. Il coupe, dit Lacan, dans la chaîne signifiante des deux signifiants dont il dépend et entre lesquels il oscille, et pour ce faire, il s'empare ou se pare. Lacan utilise les deux mots, et puisque notamment les deux mots qui sont originaires du latin consonnent évidemment avec se séparer. Séparer, se parer, s'emparer. C'est tout le mouvement de la séparation logique. Donc, il coupe dans la chaîne signifiante des deux signifiants dont il dépend et pour ce faire s'empare ou se part de l'objet qui était celui de l'autre au temps précédent. Une séparation, c'est aussi ça. C'est aussi hériter en quelque sorte ou s'emparer du désir de l'autre au temps précédent avec son objet, mais avec une torsion. Cet objet, d'une part, est perdu et d'autre part, il devient autre chose pour le sujet qui se fonde ainsi. Il devient à la fois perdu, objet A, et cause de désir. Et Freud, dans l'issue de la mort de son père, coupe dans son aliénation et s'empare de son objet, l'objet du père, qui est l'objet pervers, pour le retourner en tant que concept, pour en faire un savoir. Le sujet de l'Oedipe n'a pas été dit séparé par Lacan, tout à fait sous cette forme. Il l'a laissé entendre en maints endroits, que je ne vais pas reprendre ici. Mais cela se déduit, le fait que c'est un sujet séparé de l'aliénation, cela se déduit de la pensée lacanienne, et notamment il a fait très explicitement du sujet cartésien le cogito un sujet séparé. Or, l'Oedipe, pourrait-on dire, c'est le cogito du désir, là où le cogito est celui de la pensée. Comme le cogito, de ce fait, le sujet oedipien est un peu irréel, parce qu'il se présente, voire se définit comme séparé de toute aliénation, ce qui n'est pas évidemment, donc il est irréel. Mais comme le cogito
il est d'une très grande force constituante. Le cogito, vous le savez, a créé les conditions pour le sujet de la science. Freud, avec le sujet oedipien, a créé les conditions pour le sujet du désir, ce qui n'existait pas. Et du désir, là, donc, en tant qu'interdit. Le cogito se présente délié, lui, de l'aliénation divine, pourrait-on dire, alors que la pensée, jusque-là, c'était Dieu et rien d'autre, jusqu'à Descartes. Or, les termes même du cogito de Descartes dépendent de cette aliénation dont il se sépare. Il effectue une torsion dans cette séparation. Le cogito, corollaire du sujet de la science, définit son être par la pensée, alors même qu'il est issu d'une aliénation où être et pensée ne peuvent pas exister en même temps au même endroit. Une aliénation qui est une oscillation, une alternative entre l'être et le sens, puis l'être et la pensée. Sur le mode que Lacan a ensuite reformulé, il a reformulé les termes de cette aliénation comme logique de l'inconscient, comme logique du fantasme et de l'inconscient, où je ne suis pas, où je ne pense pas. C'est l'un ou l'autre, il faut choisir. Et ceci en retournant par la négative, avec une négation, vous le voyez évidemment, le je pense donc je suis. L'être qui consiste à être l'objet du désir de l'autre, donc concernant le sujet oedipien, oscille, lui, avec le sens, puis la pensée, que permet le renoncement à l'être, les deux étant impossibles, là aussi de façon concomitante, dans la logique de l'inconscient. Le sujet oedipien, de la même façon, est défini par son désir interdit. Je suis ce sujet qui désire l'objet interdit, sans lien avec ce qui consiste à être l'objet d'un désir. C'est pas possible. Alors même donc que ce je suis celui qui désire un objet interdit est bel et bien issu de l'aliénation précédente entre être comme objet du désir de la mère et sens au nom d'un père. Donc les deux sont impossibles ensemble, là aussi. Et l'Oedipe est à la séparation des deux, là aussi. Je désire, donc je suis, en quelque sorte. En renonçant à sa neurotica, qui consiste à postuler dans chaque cas, et de façon universelle, on l'a dit, le désir pervers du père comme origine de l'hystérie, voire de la névrose en général, en y renonçant donc pour postuler de façon universelle le désir incestueux de l'enfant pour la mère, Freud effectuait une démarche logique de séparation, dont l'aliénation peut donc être restituée selon les termes du désir primordial et de la loi qui le limite. Comme analysant, aussi il se séparait, Freud, lui-même, se faisant de l'aliénation de son auto-analyse, bien sûr, de l'aliénation à Fliss qui avait soutenu jusque-là son auto-analyse. Il abandonnait ce temps où il avait postulé l'universalité de la perversion du père du névrosé pour formuler l'Oedipe comme un sujet séparé, défini par son désir en tant qu'incestueux, à la façon du cogito défini par sa pensée, dérobant en somme la pensée aux dieux pour la donner aux hommes. Lacan soulignait que le cogito, comme sujet séparé, était irréel parce que définissant son être par la pensée, il méconnaissait activement, ou il rejetait activement, l'aliénation antécédente de l'inconscient, où précisément être et penser s'excluent. Les sujets du langage sont soumis à ce choix entre être et penser. Tous, bien sûr. Mais généralement, ils ne peuvent pas choisir l'être. C'est quasiment impossible pour un sujet de langage de se maintenir dans l'être. Et au sens, c'est d'autant plus impossible que ça, vous le voyez, ça rejoint quelque chose de l'interdit de l'être, qui est l'interdit incestueux. Alors, donc la plupart des sujets du langage, effectivement, ne choisissent pas l'être. Il est quasiment impossible pour eux de se maintenir dans l'être, sauf dans la psychose ou la perversion. Ceux-là choisissent l'être d'une façon unique dans la psychose et d'une façon double dans la perversion. De même, le sujet oedipien méconnaît qu'être et désir sont incompatibles, le désir étant manque à être précisément et qu'il doit choisir.
La démarche de séparation consiste à couper donc dans la chaîne signifiante, à s'emparer de l'objet du désir auquel il était aliéné, c'est-à-dire lui-même en tant qu'objet de désir, bien sûr, en le retournant, ce qui coupe aussi dans la jouissance de l'être, puisque la jouissance de l'être, c'était lorsqu'il était objet de désir. L'objet de ce désir que le sujet était au temps précédent pour l'autre reste la cause de son désir et devient celui du savoir, que vous écrivez savoir S apostrophe, comme Lacan l'écrivait, parce que ça montre bien en quoi cette séparation consiste à savoir soi-même comme sujet. Maintenant, venons à l'interprétation au sens analytique par Lacan de la dite perversion du père. La perversion du père, qui a disparu donc sous cette forme dans l'étape inaugurale de l'invention freudienne, a réapparu d'une toute autre manière dans l'étape finale de l'élaboration lacanienne dans les dernières années, 1975 et suivantes, où elle apparaît alors, où on peut la lire alors, je la lis ainsi, comme une interprétation rétroactive absolument percutante de la neurotica et de l'abandon de la neurotica par Freud. Lacan termine en somme par là où Freud avait commencé, par le père pervers. Évidemment, ce n'est pas le même. Il termine, vous le savez, puisque vous connaissez ce jeu de mots. Tout le monde l'a entendu, mais en général, on ne l'interprète pas, ce qui est quand même curieux. Lacan termine par la perversion paternelle, ou encore la perversion écrite en 2 mots, comme un pléonasme. C'est un pléonasme. C'est quand même très fort d'avoir interprété plus d'un siècle après Freud, qui a abandonné sa neurotica du père pervers, que le père comme tel est pervers. Mais évidemment, à un tout autre niveau. J'entendais tout à l'heure André dire qu'il fallait déconstruire les perversions. Mais Lacan l'a fait ainsi. Pervers, c'est d'abord nos structures symboliques avec notre opérateur central. Et la question n'est pas de pathologiser nos structures, parce que c'est la norme. De fait, nous n'avons pas le choix, nous n'en avons pas d'autres, même si elle évolue, et elle évolue dans un sens, comme vous le savez, moins pervers qu'avant, pour le moment. Rien ne dit de ce qui va évoluer par la suite. C'est ce que tout le monde dit. Compte tenu, laisse-moi finir ma phrase, de ce qui se passe à l'heure actuelle aux 4 coins du monde, d'un côté à l'ouest et à l'est. C'est une interprétation lacanienne, donc de l'ensemble du système symbolique, concernant l'inconscient du sujet comme des sociétés. L'inconscient dit collectif est le même que celui du sujet, mais plus encore, il ira jusqu'à dire, jusqu'à résumer ainsi, l'inconscient, c'est la politique, ce que nous avons travaillé comme thème aux journées d'espace analytique il y a 2 ans. C'est la politique, donc la civilisation, bien sûr. Ce qui implique quoi? Ça implique qu'ils ont le même chiffrage. Ce qui chiffre l'inconscient d'un sujet est équivalent à ce qui chiffre l'inconscient des lois, notamment des lois sexuelles, bien sûr, des lois politiques. Alors, il s'agit donc désormais pour Lacan du nom du père comme perversion en 2 mots. Dans les dernières années, la langue française permet bien sûr de faire résonner l'un dans l'autre à l'aide d'un jeu de mots qui est un véritable pavé dans la mare, mais qui a plutôt laissé de marbre les uns et les autres, sans produire d'éclaboussures. L'interprétation que cela comporte consiste en somme à montrer qu'il y a bien un père pervers dans l'universel, cette fois, mais que c'est l'opérateur même de nos sociétés patriarcales autour de la fonction du nom du père. C'est sa fonction elle-même qui se soutient comme perverse. Alors, ce faisant donc, dire cela, vous voyez combien c'est une déconstruction de fait des perversions, puisque c'est une fonction elle-même qui se soutient comme perverse. Ce que Lacan avance notamment par ce point, c'est là-dessus qu'il l'a précisé de façon définitive en 1976 dans le séminaire RSI, celle qui consiste à faire de la mère un objet A. Faire de la mère un objet A, c'est une perversion paternelle.
Alors évidemment, quand il dit ça, il ajoute: «Vous n'allez pas en croire vos oreilles». Ben, évidemment, on n'en croit pas nos oreilles pour la bonne raison que, au moment où il dit cela, depuis le début de son enseignement, c'est-à-dire depuis début des années 60, et même plus tôt, il martèle très vite, il martèle, et les lacaniens après lui martèlent, ça les lacaniens l'ont entendu, on peut dire qu'ils l'ont entendu, que pour ne pas être psychotique, il faut que le père désire la mère comme un objet. On a entendu ça 20 années, plus. Et là, il nous explique que oui, d'ailleurs, il ne revient pas dessus. Ça ne consiste pas à invalider ce qu'il avait dit avant, ça consiste à faire remarquer que oui, mais c'est une structure perverse. D'ailleurs, ce n'est rien d'autre que la suite de l'équation perverse que Freud lui-même avait décelée dans, vous savez, la fameuse équation pénis, fesses, enfant. À quoi il suffit d'ajouter girl, phallus. Girl, phallus, ça fait partie de l'équation perverse phallique. Girl, phallus, jusqu'à la mère, phallus. Ou objet A. Et donc, pour que cette mère, plutôt pour que l'enfant échappe au désir de cette mère crocodile que Lacan a bien sûr analysé par ailleurs au même moment, pour que l'enfant échappe à ce crocodile, il fallait donc une perversion. C'est la perversion paternelle. L'objet perdu freudien de l'interdit inaugural, dont la dimension de grand hôte primordiale, aliénant du désir, fut restituée par Lacan au premier temps de son enseignement, est le même donc qui, par la structure perverse du nom du père, est transformé en objet à cause du désir. L'interprétation de Lacan, donc, en dernier terme, de la neurotica freudienne, vous le voyez, c'est de postuler que c'est le nom du père qui est universellement pervers et que Freud, donc, dans son... Alors, j'ai dit tout à l'heure, infantable, c'est par glissement. Freud savait très bien que son père, à lui, était pervers. Je dirais, le fantasme que ce soit universel. Simplement. Et donc, par ce fantasme-là, Freud dépendait de cette structure perverse universelle du nom du père. Bien, je trouve que tout cela est très impressionnant et très percutant. Et que c'est ainsi qu'après tout, lorsqu'on nous questionne, comme cela a été fait donc dans le congrès d'espace analytique, nous pourrions expliquer à ceux qui nous posent la question ce que nous faisons de l'abandon de la neurotica par Freud, sachant que son père, à lui, était bel et bien pervers en acte, et qu'il l'a dit. On peut d'ailleurs supposer que précisément, puisque ce brave homme tripotait les petits-enfants, c'est qu'il était bien incapable, en effet, de faire de sa femme, toute jeune et belle qu'elle soit, Freud nous l'a suffisamment dit, son objet de désir. Justement. Et que son fils a eu affaire à cela dans sa configuration familiale. On en a d'ailleurs un témoignage que je trouve magnifique. C'est un rêve que j'ai toujours particulièrement aimé dans l'interprétation des rêves. Le rêve dit de la mère de Freud. Vous le connaissez. Il nous décrit qu'elle est portée endormie, sa mère donc bien sûr, est portée endormie sur son lit par des dieux égyptiens, ce qu'il interprète comme un désir incestueux de sa part à lui. C'est très fort. On voit qu'il lui fallait en quelque sorte en appeler aux dieux de l'Égypte pour aboutir à ce résultat qu'un nom du père, que des noms du père viennent faire de sa mère un objet A et lui permettent de se séparer d'elle. À cette condition, donc, seulement il pouvait se poser comme désirant, et comme désirant oedipien. Il nous montre avec ce rêve en acte pratiquement la logique du sujet oedipien, la logique de séparation du sujet oedipien du désir. Il est intéressant, en outre, je trouve, que ce soit un analyste élevé dans le christianisme, le catholicisme, Lacan, qui soit venu interpréter, après le découvreur issu du peuple de la Bible, Freud, en quoi ce nom du Père, ce Dieu nom du Père, fabrique, et il n'est pas encore un père à ce moment-là, on le sait, hein, mais disons, ce Dieu qui est quand même le prototype du nom du Père, ce Dieu de la Bible, fabrique cette femme à partir de la côte d'Adam comme un objet féminin. Nous en avons les annales, en quelque sorte,
de cette fabrication perverse du nom du Père. Même si c'est le christianisme qui l'a véritablement développé comme père, alors qu'il n'est pas véritablement un père ni dans le judaïsme ni dans l'islam. Donc cette perversion est chiffrée qui consiste à faire de l'autre la mère des vivants, l'objet partiel de l'homme. Elle est chiffrée et elle donne les lois sexuelles. Elle est la première mise en syntaxe du retournement de l'autre sexe et aussi de la mère en objet A. Ce renversement pervers, en effet, de l'être dont le corps est l'origine du monde, pour évoquer Courbet, permet d'en faire le discours de la loi sexuelle où l'homme est ce qu'il a et a ce qui est. Je pense que c'est aussi pour ça que Lacan a appelé l'objet A. C'est pas seulement le petit a du semblable. L'homme est ce qu'il a et a ce qui est, l'objet féminin. L'homme est ce qu'il y a. Oui, c'est comme ça que Lacan résume la loi sexuelle, notre loi sexuelle à tous, qui, avant qu'elle évolue, comme vous le savez, à partir du milieu du siècle dernier, où elle se relativise, où elle recule, sous les coups notamment des féminismes et des minorités sexuelles, cette loi sexuelle définissait dans le discours, l'homme comme ce qui a et a ce qui est l'objet féminin. Donc les deux sexes étaient répartis ainsi. Et en effet, ils risquent de l'être à nouveau de cette façon-là, du moins légalement, sinon légitimement, puisque des forces extrêmement intenses, passionnées, voire acharnées, sont à l'œuvre des deux côtés du monde pour rétablir cette loi sexuelle. Ça ne vous a pas échappé. Après quoi, Lacan précisera en quoi cette création de l'objet A apparaît à l'absence du rapport sexuel, c'est-à-dire à ce que puisse s'inscrire dans le langage un rapport entre hommes et femmes qui soit de nature sexuelle, étant entendu qu'il n'y en a aucun, voire aucun qui soit possible. Ce qu'il y a à l'heure actuelle, c'est ce que je viens d'évoquer, il le dit comme ça. Comment s'est-on pas aperçu, disait Lacan, qu'à la place d'un rapport sexuel, nous avons une loi sexuelle. Ce qui s'y est substitué, c'est donc cette loi sexuelle qui apparaît à son absence, qui en forme un substitut et qui est une relation, bien entendu, pas du tout sexuelle, puisque avoir quelqu'un, ça n'a rien de sexuel. Évidemment, ça peut faire l'objet d'une démonstration sexuelle en acte, ça s'appelle le viol. Mais avoir quelqu'un comme femme, ça n'est pas sexuel. C'est un rapport de pouvoir, ce qu'on appelle un rapport de domination. C'est la loi patriarcale. Donc, ça n'est pas un rapport sexuel. C'est là-dessus que Lacan a basé sa démonstration. C'est donc un rapport qui s'y substitue, qui part à l'absence de rapport sexuel, mais qui, ce faisant, il le dit, empêche à tout jamais qu'un rapport sexuel puisse s'écrire. Il dit ainsi en 1968, à propos de la création de l'objet A par la côte d'Adam, dans la Bible, donc, dans la Genèse, je cite, « C'est pour ça que ça va si mal depuis ce temps-là, concernant cette perfection qui s'imaginerait comme étant la conjonction de deux jouissances. » Fin de citation. C'est très clair. Cet objet A qui part à l'absence de rapport sexuel dans la civilisation, dans le discours de la civilisation, puisque bien entendu, hors du discours, vous pouvez avoir toute autre chose, et notamment la jouissance féminine qui, elle, est hors discours. Comment fonctionne cette cause du désir, donc, au regard des différents objets? Est-ce qu'on la repère dans une analyse? Ça paraît souhaitable. Mais pour ce faire, il faut étendre la notion de cause. C'est une cause à la fois au sens où son point de départ est la perte de cet objet, et donc elle cause le désir de le retrouver, mais c'est aussi une cause au sens où cet objet organise le désir, c'est-à-dire organise la logique, le mode logique qui soutient le désir pour ce sujet-là et à cette étape-là. Ce n'est pas forcément définitif.
Par exemple, il est évident que l'objet oral organise le désir pour cette jeune femme, cette analysante, en proie à des crises de boulimie intenses, fréquentes, suivies de vomissements. Vomissements actifs, bien sûr. Elle a une mère anorexique et tyrannique, une sœur boulimique et un père effacé. Les 2 sœurs sont restées très dépendantes de leur mère, qui ne peut s'en passer. Elles sont très brillantes, toutes les 2. Et elle-même commence une analyse pour trouver une issue, a commencé une analyse pour trouver une issue, après avoir réussi brillamment des études d'ingénieur. Après quelques années à analyser ce lien passionnel à sa mère, qu'elle ne parvient jamais à satisfaire malgré toutes ses brillantes réalisations, après des années d'attente vaine d'une intervention de son père, elle tombe amoureuse d'un jeune homme qui bientôt lui annonce qu'il a trouvé un poste à l'étranger et quelque temps après, elle décide de le suivre. Je résume donc ainsi, en un certain point des effets de l'analyse, ce qui consiste à se séparer de l'aliénation première, et en acte et symboliquement. Elle s'organise formidablement, trouve un poste elle-même dans la même ville à l'étranger, s'en va. Les crises s'espacent. L'analyse peut se poursuivre grâce à des séances téléphoniques et lorsqu'elle vient à Paris, donc elle se poursuit. Une fois qu'elle a rejoint son amoureux, elle instaure peu à peu, cependant, vis-à-vis de lui, une répétition passionnée et passionnelle de son lien à sa mère, avec des demandes d'attention incessantes qui progressivement le font fuir, et une rupture s'ensuit 1 année plus tard. Contrairement à ce qu'elle pouvait croire dans un tel contexte, qui est quand même celui d'une précarité pour elle considérable, elle ne s'effondre pas du tout. Elle s'organise pour trouver un appartement dans la même ville, pense même à en acheter un. Elle obtient une promotion dans son travail où elle est très appréciée. Elle prend un amant et finalement, elle s'établit dans une colocation tout en continuant de loin en loin, à la manière dont il le désire, à voir son compagnon, son ex-compagnon. Peu à peu, le revoilà amoureux. Leur relation se renoue. Cette fois, ils sont chacun dans son appartement et elle adopte, sauf répétition, mais on n'en est pas là, une attitude extrêmement différente avec lui. La séparation est accomplie. L'objet oral, en effet, c'est celui de l'être, c'est-à-dire celui qui correspond à l'être du sujet, à l'être comme objet du désir. C'est ce qu'il veut être. Il veut être l'objet du désir. Il veut même être cet objet plaqué sur l'autre, comme le sein. Ça conduit le sujet qui en dépend, soit à s'abandonner à l'autre totalement, à son désir et à disparaître en lui, soit à s'en extraire totalement pour pouvoir enfin se retrouver. C'est donc cette logique du tout ou rien névrotique qui est largement source d'impasse, et notamment d'impasse dans les rencontres possibles. Contrairement à l'objet anal qui, lui, est dans l'avoir plutôt. Car c'est un objet merveilleux tant qu'il est demandé par l'autre, et ça n'est plus qu'un déchet une fois qu'on l'a cédé. Ce qui conduit le sujet, on le sait, à la rétention face à la demande de l'autre. Et même, plus loin, bien qu'il dépende de cette demande de l'autre pour être celui qui a quelque chose, parce que sinon il n'a rien du tout, eh bien ça conduit ça le conduit à tenter de détruire ce désir de cette demande. Car répondre à ce désir pour lui semble une castration, une confusion radicale entre l'objet anal et le phallus. Comment l'objet organise-t-il donc le désir sous ses différentes formes? On a reproché à Freud son biologisme au milieu du siècle dernier. Des philosophes féministes et existentialistes notamment ont acclamé l'inconscient, mais à condition qu'il ne concerne pas le corps. Et donc évidemment, ils l'ont laissé tomber pour se consacrer à la pensée sans corps, pensait-il. Le dit biologisme de Freud consistait simplement à concerner le fait que l'inconscient et la pulsion sont ce qui du langage appareille le corps. C'est le lien du corps et du langage, l'inconscient.
C'est le sens donné au lien du corps et du langage. Il n'y en a pas d'autre. Lacan a décrit ce retournement qui, à partir d'un corps, dans l'histoire de l'humanité, à partir de l'histoire des corps, qui ne parlent pas, a vu naître le langage il y a environ 2 millions à 1,5 million d'années. Et le fait qu'à partir de là, l'humain et son corps furent tellement remaniés jusqu'à ce qu'ils se mettent à écrire 5000 ans avant, 5000 ans à peu près à partir de nous, jusqu'à ce qu'ils se mettent à écrire. Bon, vous le savez que ce retournement s'est effectué qui a fait que non seulement le langage n'est plus simplement un instrument, voire pas du tout, mais qu'il est un habitat. Plus rien du corps n'est accessible dans la psyché, sans en passer par le langage. Ce lien est déjà essentiel chez Freud, bien entendu, puisqu'il est l'inventeur de la pulsion. La pulsion, c'est ça, c'est le lien du corps et du langage. Mais il l'a été, c'est un mais, c'est pas un mais, c'est une première étape, il l'a été d'une certaine façon, l'inventeur de la pulsion. Il l'a été, je dirais, selon l'anatomie. L'anatomie qui questionne où est l'objet de la pulsion, dans quel corps, quelle est son anatomie, que s'agit-il d'en faire? C'est ça les questions de la pulsion au départ, chez Freud. Alors ainsi, le sein, bien sûr, appartient au corps de la mère et les troncs à celui de l'enfant. Bien sûr, ça place les choses en termes d'aliénation et de demande d'une façon très simple. L'enfant demande le sien, la mère demande les troncs. Il s'ensuit que le pénis appartient au corps du garçon de la même façon et que la fille le demande et le veut. Ça, c'est l'anatomie et la pulsion freudienne. Mais comment peut-on penser que le circuit de la pulsion ne serait qu'une affaire d'anatomie? Comment? On l'a fait longtemps, on le fait encore. Beaucoup le pensent encore, y compris les mouvements militants qui méconnaissent complètement que ça n'est pas seulement une question d'anatomie. Ils n'ont pas percuté le remaniement, le renversement lacanien. Donc, une fois qu'on a vu que l'objet oral est détenu par l'autre et qu'il faut donc lui demander « A-t-on fait le tour de la pulsion orale ?» Certainement pas. Une fois qu'on a vu que la crotte est celle de l'enfant et qu'il faut donc la lui demander de la produire à telle heure et à tel endroit, ce que parfois il refuse. Est-ce que c'est tout ce qu'on doit savoir de cette pulsion anale? Bien sûr que non. On mesure là, entre autres, combien la deuxième étape de savoir psychanalytique, celle que Lacan a construite, est nécessaire. Si toutefois on en doutait, puisqu'elle ouvre des portes autrefois fermées pour saisir ce qui est là réellement en jeu, dans toute sa complexité. L'anatomie ne saurait résumer la question, pas plus là-dessus que sur l'objet phallique, le pénis, Schneid, etc. Car pour saisir le mode décisif de lien, de nouage du corps et du langage, il faut observer aussi du corps ce que la physiologie, le fonctionnement même de l'organe implique et ce qu'il dessine comme support possible d'une logique. Par exemple, Lacan a mis en avant à cet égard la notion de coupure en la pointant essentielle, mais beaucoup n'ont pas saisi où elle se situe et en quoi elle consiste. Pourtant, elle est simple. Par exemple, il faut s'apercevoir que si le sein est à la mère, anatomiquement, il ne se remplit de lait néanmoins que lorsque l'enfant naît et le tète. Sinon, elle n'a pas de lait. Le sein n'a pas de lait sans ça. S'il n'y a pas un enfant et s'il ne tète pas. Et à cet égard, le sein appartient aussi à l'enfant. Ça, c'est les remarques de Lacan. Il appartient donc anatomiquement à la mère, c'est certain, mais physiologiquement à l'enfant. Ainsi, la pulsion orale, et notamment lorsque la perte de l'objet s'installe avec le sevrage, ne consiste pas seulement en un enfant qui attend le sein, le demande et se déprime. C'est aussi un enfant qui finalement s'en empare, hallucinatoirement bien sûr, pas réellement, sauf dans le fantasme des psychanalystes, parce qu'il fait partie de lui. C'est le fantasme selon le principe du plaisir. Ce sein fait partie de lui. Là est la coupure entre le sujet et l'autre. Mais elle n'est pas placée là où on le croit.
Elle supporte la logique contradictoire organisée par cet objet oral. Selon l'être, en effet. Elle anime nombre d'actes névrotiques consistant à s'emparer paradoxalement de l'objet demandé à l'autre ou de l'objet refusé par l'autre, comme si c'était finalement le sien. Le vol, enfin les actes de vol des enfants relèvent de cette logique à l'évidence. Voire ceux des adultes aussi, et ça c'est à voir. De même, si la pulsion anale se définit anatomiquement, comme on l'a vu, selon cette évidence que l'étron est à l'enfant, c'est-à-dire dans son corps, il se trouve que cette anatomie est d'une portée limitée, puisque tout propriétaire qu'il soit de l'étron, l'enfant naissant à la civilisation, comme sujet de langage, doit le donner à la demande, c'est-à-dire obéir à la loi de la civilisation, bien sûr. Et quand il ne le fait pas et qu'il continue de le garder ou de le lâcher à sa guise, dans ce qu'on appelle notamment en coprésie, on sait que ça n'est jamais bon signe. Ici aussi, une autre logique de coupure intervient qui est décisive, où l'enfant doit donner à la demande de l'autre quelque chose qu'en principe il possède, mais qu'en réalité il doit donner, donc ne possède que très peu. De sorte qu'une tension s'instaure pour le sujet dans le fait que tant qu'il est gardé, cet objet est une merveille. Mais dès qu'il est cédé, donné, c'est simplement une merde. C'est un déchet. Il y a des incidences évidentes dans ce qui organise le désir des sujets, selon la logique de cet objet. Quant à l'objet phallique, c'est autre chose. Ça n'est pas l'objet génital, l'objet phallique, contrairement à ce que la psychanalyse hypéiste a décrit des décades durant. L'objet phallique a la particularité de ne pas se créer dans son lien au corps, s'entend, uniquement dans l'enfance. Dans la pensée, il se crée évidemment dans l'enfance, ça va de soi, mais pas dans son lien au corps. Parce que ce n'est pas la question du pénis et de l'absence du pénis, l'objet phallique, c'est pas ça du tout. C'est l'erreur commune, ça. Celle dont je dis qu'elle est en cours de renversement, de rectification, après Lacan, mais il n'a pas été très entendu, hélas. L'objet phallique, donc, a la particularité de se créer tel qu'il fonctionne dans son lien au corps, dans le rapport sexuel de l'adulte, donc. Je vais y revenir. Dans l'enfance, bien sûr, il y a ce phallus imaginaire que l'enfant est d'abord pour sa mère en tant que c'est l'objet du désir de la mère. Bon, c'est clair. C'est l'objet, évidemment, auquel il doit renoncer selon l'interdit incestueux, l'Oedipe, la métaphore paternelle, et il doit évidemment renoncer à l'être qu'il est dans ce désir identifié à cet objet. Il perd cet être, en principe, pour s'orienter dans l'avoir ou ne pas l'avoir, bien que cette perte de l'être continue de causer son désir dans la névrose. Bien. Mais dans son lien de coupure au corps, ça n'est pas là que ça se joue. Ça n'est pas anatomiquement dans la question d'avoir un pénis ou pas que l'objet phallique comme tel se forme. Car le signifiant phallique, Lacan a corrigé ça en 1972 dans le séminaire, ou pire, c'est tard, c'est très tard. Il a passé lui-même, et de fait il le reconnaît puisqu'il appelle ça l'erreur commune, donc il s'inclut. Il a passé lui-même des années, des dizaines d'années à prendre le phallus pour insignifiant. Donc le signifiant phallique n'est pas l'organe symbolisé, le phallus, comme on l'a cru, Lacan y compris, avant de rectifier l'erreur commune, qui est en réalité un amalgame de la civilisation patriarcale, qui est sa perversion propre, en réalité. C'est la jouissance phallique qui est le signifiant phallique. La jouissance phallique, donc, dont vous voyez tout de suite qu'elle est évidemment répartie dans les deux sexes, pour peu qu'on ne l'interdise pas, comme cela a été le cas des millénaires durant au sexe féminin. Bien sûr, aussi bien sur le plan psychique que sur le plan organique, c'est-à-dire orgastique. La jouissance phallique, c'est d'abord l'orgasme sur le plan organique. Donc, elle est des deux côtés du sexe, la jouissance phallique. Et là est le signifiant phallique. Voilà la rectification lacanienne. Ouais, ouais, ouais.
Donc, elle est le signifiant phallique, elle est le support du signifiant phallique. Le signifiant phallique, c'est quoi? C'est celui qui soutient le sujet, quel que soit son sexe. C'est celui qui le soutient. À cet égard, elle est décisive. Alors, je disais, c'est dans le rapport sexuel que ce lien de coupure s'instaure à son lieu. Mais c'est bien sûr, c'est la coupure qui est décisive comme limite du rapport sexuel. La coupure décisive comme limite du rapport sexuel, on sait très bien qu'elle suit l'orgasme masculin comme détumescence. Et ça, c'est une nécessité physiologique. Ce n'est pas du tout une nécessité de castration, mais l'inconscient l'a interprété comme une castration. D'ailleurs, Lacan disait que ce n'est pas du tout une nécessité. Il y a plein, physiologique, s'entend. Il y a plein d'espèces où le pénis garde sa tumescence une fois l'orgasme effectué, une fois que l'orgasme a eu lieu, ou une fois que l'émission spermatique a eu lieu. Il y a plein d'espèces, ils ont des crochets. Il a décrit toute une série d'espèces qui ont des crochets, ça, évidemment. Et même ça, Lacan ne l'a pas mentionné, mais on le sait maintenant, puisqu'il y a des chercheurs américains qui l'ont souligné, et beaucoup de biologistes le soulignent, que même dans l'espèce humaine, là où l'ancêtre de l'homme avait un baculum, ce qui s'appelle un baculum, c'est-à-dire un os pénien, la question ne se posait pas du tout la même chose. Il n'y a pas de coupure. Dans ce cas-là, il n'y a pas de coupure. Et on sait que les primates ont encore, nos ancêtres, les primates, ont encore un baculum. Hein. Donc, c'est ce qu'il appelle l'accident de la destumescence, d'une certaine façon, Lacan, qui est un accident de l'espèce. Alors, c'est cette découverte que je commande depuis 1995, parce que Lacan l'a interprété comme c'est là qu'est le fameux roc biologique de la castration que Freud postulait. C'est là ce qui a été chez l'humain interprété comme castration par l'inconscient, c'est-à-dire par le langage, comme castration, alors que ça peut certes être interprété comme castration, ça a des effets de castration, bien entendu, pour les deux sexes. Vous voyez bien en quoi c'est castrateur aussi bien pour l'homme que pour la femme, cette coupure-là. C'est donc ce roc freudien dont on s'est contenté de rêver en général, comme si c'était une politesse de Freud. Il fut bel et bien découvert par Lacan dans les années 60, dans le séminaire L'Angoisse, sans qu'on s'en soit aperçu. C'est ce qu'il a isolé, donc, dans ce qu'on avait, si on peut dire, sous la main depuis toujours, avec l'observation des modes respectifs de jouissance organique dans le rapport sexuel, des modes des deux sexes. Une coupure, donc là aussi, là d'abord, celle de l'instrument de la copulation, qui détermine avec précision, outre l'arrêt du rapport, la soustraction de jouissance. C'en est une, bel et bien. Et c'est cette soustraction de jouissance, ressentie diversement, évidemment, par l'un et l'autre partenaire, qui va constituer la cause du désir, en formant surtout chez l'homme, mais aussi possiblement chez la femme, un plus de jouir, c'est-à-dire un objet qui compense, un tenant-lieu de la jouissance soustraite. Cette rencontre organique, physiologiquement manquée, des jouissances, comporte ce que l'inconscient interprète donc comme une castration des deux côtés. Il est facile de voir en quoi. Mais, c'est là l'erreur commune, elle fut annoncée par la civilisation dans sa perversion du côté féminin des millénaires durant. Alors, la citation de Lacan, je la donne en 72. Cette erreur commune, qui ne voit pas que le signifiant, c'est la jouissance et que le phallus n'en est que le signifiant. Je pourrais donner la référence précise, je ne l'ai pas notée là, mais je la donnerai. Eh bien oui. Non. Qui ne voit pas que le signifiant, c'est la jouissance, donc la jouissance phallique, et que le phallus n'en est que le signifié, c'est-à-dire l'objet imaginaire que l'on a créé à partir de cette jouissance orgastique, phallique, et surtout à partir de sa limite. Voilà, c'est très clair. L'homme avec un grand H est dès lors cette construction du discours. Celui qui n'évoque plus dans la loi la jouissance de la femme, bien sûr, il ne tente plus de l'atteindre, bien sûr.
puisque c'est en quelque sorte une rencontre physiologique manquée et psychique compliquée. Il ne tente plus de l'atteindre, mais il en dispose comme corps, selon la loi du discours. Il est ce qu'il a, il a ce qui est, l'objet féminin. Vous voyez, là aussi, c'est très clair. L'homme comme construction du discours, c'est évidemment une formulation de Lacan. De même que le résumé de la loi sexuelle, comme l'homme est ce qu'il a et a ce qui est. C'est ce qu'il appelait une fiction simplette, Lacan. Cette loi sexuelle du discours. Alors, hors du discours, bien sûr, dans son rapport à la jouissance d'une femme, un homme, et non plus l'homme universel, est bien souvent autre chose, évidemment. Le plus de jouir, c'est ce mode de jouir qui fonctionne comme cause du désir, où à la place de la jouissance perdue ou soustraite, on forme un plus, c'est-à-dire un tenant-lieu qui n'a rien à voir avec cette jouissance soustraite, mais qui satisfait quand même, qui apaise. Disposer d'un corps, ça n'a rien à voir avec la jouissance sexuelle, celle de susciter et d'éprouver l'orgasme. Cela satisfait comme plus de jouir. Et cela satisfait au point que la jouissance sexuelle elle-même n'est plus une question. Le rapport prescrit par la loi sexuelle de l'homme et de la femme procède exactement ainsi. L'homme est ce qu'il a et a ce qui est, l'objet féminin. Il a le phallus confondu avec l'organe, enfin, érigé à partir de l'organe masculin en érection, et il a la femme comme équivalent phallique. Cette cause du désir pour l'homme consiste donc à produire, alors là je le mets au singulier, hein, je ne parle pas de l'homme universel comme construction de discours. Cette cause du désir pour l'homme qui s'en empare, je dirais, consiste à produire un plus de jouir comme disposition du corps de cette femme-là pour compenser la castration qui consiste à ne pas pouvoir jouir avec elle. Ce qui l'en empêche, disait Lacan, vous connaissez ça aussi sûrement, mais on ne savait pas très bien pourquoi il le disait à l'époque, parce qu'on n'allait pas y voir de près. Lacan disait que l'homme est marié avec ce phallus qu'il n'a jamais eu et n'aura jamais d'autre femme que ça. Alors, ça voulait dire, ce phallus, en tant que ce phallus fut construit par la civilisation, à partir de la limite de la jouissance de son organe, à lui, de sa coupure, de sa limite, de sa coupure, base sur laquelle on sait bien que les cultes anciens du phallus se sont construits là-dessus. C'est-à-dire, ça consistait à construire un phallus qui, lui, ne céderait pas. Les sagesses anciennes de l'Asie ont consisté pendant des siècles et des siècles à étudier comment retenir pour l'homme son orgasme afin de ne pas perdre son érection, etc., etc. Tout le monde sait bien ça. Donc, disposer du corps de l'autre sexe, c'est un plus de jouir convenable, au sens où il a convenu longtemps à la civilisation, il n'est pas dit qu'il ne convienne pas encore. On le sait bien. J'ai fait remarquer d'ailleurs que cette disjonction des jouissances, physiologiques d'abord donc, elle n'est donc pas adaptée à la jouissance sexuelle, puisque la jouissance sexuelle, en principe, des deux partenaires vise à se rencontrer, à se réunir, mais qu'elle est parfaitement adaptée à la procréation. Et donc, évidemment, elle vise ça, qu'il y ait une émission rapide de la semence et une jouissance tardive de la femelle évite qu'elle se retire avant d'être fécondée. Enfin, ça va de soi. C'est curieux que ça ne soit pas remarqué. Ça ne l'est pas, y compris par les biologistes. Je ne sais pas pourquoi. Ainsi, l'objet perdu, c'est celui que l'interdit, le sevrage, la cession forment comme cause de désir, alors que l'objet A, c'est celui qui, en perdant la brillance du désirable, devient abject, pour reprendre la même lettre. Mais le processus est le même, parce que qu'il soit merveilleux ou abject, la cause du désir est partout mise en œuvre comme plus de jouir, visant à compenser la perte. Alors, il y a cependant une différence, je la mentionne juste sans m'y arrêter, j'en ai longuement parlé, dans la jouissance des femmes, la jouissance féminine, ce qu'on appelle la jouissance féminine, c'est-à-dire la jouissance des femmes, pas toutes, comme dit Lacan, c'est-à-dire la jouissance des femmes qui participent d'une logique pas toute et non pas d'une logique toute phallique. Eh bien, dans cette jouissance-là, par contre,
il y a une compensation de la jouissance soustraite qui ne relève pas du plus de jouir, qui est d'une autre sorte. Je ne vais pas m'y arrêter. De ces différents éléments, donc, vous pouvez peser combien l'objet, qu'il soit perdu comme sain ou comme incestueux, de toute façon, qu'il soit perdu à partir de la merveille qu'il est, ou bien comme déchet qu'il devient, construit une logique de désir que le sujet adopte. Elle peut se remanier et s'étendre. Elle se remanie d'ailleurs au long d'une vie, au long d'une analyse. On peut très bien passer d'un objet à un autre, l'organisation selon un objet oral à un autre. D'ailleurs, l'objet oral est en général lié à d'autres objets A dans la même organisation du désir. L'objet oral étant lié souvent à l'objet voix. Avec le sadomasochisme, avec le masochisme plus exactement, et l'objet anal étant lié avec l'objet regard dans la maîtrise imaginaire des corps. Voilà. Donc tout ça, on le sait, mais il faut savoir qu'une analyse, parfois, fait évoluer cette logique. Et de toute façon, au centre de ce qui se noue pour l'humain entre le langage et le corps, et un troisième terme qui est la jouissance, ce sont les trois termes du nœud borroméen, symbolique le langage, imaginaire le corps et réel la jouissance. C'est pour ça que l'on peut comprendre que cet objet, sous toutes ses formes, qui relèvent de l'interdit, de la perte, de la coupure, etc., toutes ces formes, comme lien du corps et du langage, comme sens donné au lien du corps et du langage, eh bien, est au centre de ce nœud. Lacan le met au centre du nœud borroméen. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Gisèle. Comme toujours, c'est non seulement hyper bien pensé, mais très copieux, et que il faut qu'on prenne un peu le temps de déplier quelques formules que tu as pu nous apporter, qui sont peut-être restées un peu interrogatives pour certains des personnes qui nous écoutent ou qui sont là ou qui sont par le Zoom. Est-ce qu'il y a des questions? Pour laisser le temps à tout le monde de se remettre, je vais essayer de t'en poser une. Euh, Tu as dit quelque chose qui m'a attiré tout à l'heure, pas seulement, hein, pas seulement chose là, mais tu dis que l'objet vient à la place d'une jouissance perdue ou soustraite. Euh, L'objet plus dur, oui. alors, l'objet plus de jouer, oui, oui. Mais est-ce qu'il ne faut pas quand même garder la distinction entre perdu et soustraite? Ah, moi, je la garde. Ah, tu la gardes, d'accord, voilà, c'était la question. Je me disais, parce qu'on a beaucoup travaillé hier sur le fait que du côté de l'objet cause du désir, il y avait une jouissance perdue, mais perdue par le refoulement originaire, donc impossible à retrouver, alors qu'une jouissance soustraite n'est peut-être pas du même ordre. On est d'accord, c'est pas la même chose. Non, bien D'accord, sûr. ok. Donc le plus de jouir vient à la place des deux. J'aurais Tout à pensé fait. qu'il venait plutôt à la place des jouissances soustraites que des jouissances Mais perdues. ça dépend des cas. Euh, Mais il faut que tu parles. oui, ça dépend des cas. Le plus de jouir est une compensation, certes, qui est le fait de tout sujet, ça va de soi, mais qui est plutôt une compensation du sujet masculin, néanmoins, dans l'ordre sexuel en tout cas. Hein. Je ne dis pas dans l'ordre pulsionnel, mais dans l'ordre sexuel. Alors, cela dit, dans l'ordre sexuel, dans la mesure de ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire que dans la mesure où le plus de jouir a servi à constituer, dans le cas de la sexualité, une loi. Et évidemment, il sert pas, le plus de jouir ne sert pas de loi ailleurs. Alors, c'est quand même très différent et ça situe du côté masculin un recours plus grand, puisque c'est lui qui est du côté du plus de jouir, qui confectionne
c'est la loi qui confectionne du côté masculin un plus de jouir à retrouver comme étant l'objet féminin. Donc ça situe l'objet plus de jouir dans sa fonction de plus de jouir plus du côté masculin que du côté féminin. Alors du côté masculin, on sait que en logique lacanienne, c'est du côté de la logique toute. Tandis que le côté féminin est plutôt du côté d'une logique pas toute phallique. À ceci près qu'on sait bien, et on en a eu la démonstration lors des dernières décennies de militantisme féministe notamment, ou LGBT, que les femmes revendiquent à l'heure actuelle largement une logique équivalente à celle de nombreuses femmes, je ne dis pas les femmes en général, bien sûr, que ces femmes, que de nombreuses femmes revendiquent à l'heure actuelle largement une logique toute. Elles ne le disent pas comme ça, elles ne disent pas qu'elle est phallique, elles disent qu'elle est rien phallique. Mais ça revient au même. Le tout ou rien revient au même. C'est-à-dire, c'est une logique toute phallique au sens de Lacan. C'est une logique donc qui procède du plus de jouir. Tandis que la logique pas toute, du côté des femmes qui la choisissent, puis qu'encore une fois, ça se choisit un par un, on peut, vous savez bien qu'on peut choisir n'importe quelle logique, la toute ou la pas toute, quel que soit son sexe. Et ça, c'est ce que quand même que Lacan a découvert, que l'être sexué ne s'autorise que de lui-même, bien avant les LGBT, hein, bien avant. Et pourtant, ça disait la même chose. Sauf que ça disait la même chose, non pas évidemment pour que les transgenres se fassent couper le pénis. Ça disait la même chose, et pour devenir des femmes, ça disait la même chose pour montrer que on traverse les logiques. On n'a pas besoin, si on peut dire, d'un certain point de vue, de traverser les corps. On traverse les logiques et on élabore chacun notre logique à nous qui nous convient, soit toute phallique, et en ce moment-là, on est plutôt du côté de celle qui a été traditionnellement attribuée aux hommes, soit pas toute phallique, et on est là du côté plutôt de celle qui a été traditionnellement tout autant attribuée aux femmes. Donc le plus de jouir, il est plus masculin en ce sens-là, au sens de la compensation sexuelle et de la compensation de ce que j'évoquais à l'instant comme coupure sexuelle. Coupure sexuelle, c'est-à-dire coupure dans le rapport sexuel qui participe organiquement à ce que Lacan a appelé l'absence du rapport sexuel, parce que organiquement, il n'y a pas eu moyen de symboliser ce rapport-là du fait de la disjonction des jouissances. Ça remonte à ça. Bien. Ça remonte à ça, sauf qu'il y a un renversement circulaire par lequel on peut considérer aussi que tout part du langage et que l'organique, à ce moment-là, est à l'autre bout. C'est la double invagination qu'on trouve dans les surfaces lacaniennes, où on peut prendre la question par un bout ou par un autre, où le commencement peut être en chaque endroit de la chaîne. Par exemple, il peut être au niveau du langage, ou bien il peut être au niveau de la jouissance. De toute façon, si on reparcourt l'ensemble de la chaîne, on arrive toujours à la même chaîne de causalité. Alors, dans le cas d'objets oral, anal, etc., évidemment, ça ne se pose pas pareil, puisque là, il n'y a pas de loi, ça va de soi. Il y a un plus de jouir que chacun se constitue, évidemment, quel que soit son sexe, ça va de soi. Chacun le constitue, parce que là, il est, et ça aussi, c'est une trouvaille de Lacan, elle était déjà présente presque chez Freud, mais pas comme ça. L'organisation du désir selon un objet A, cause du désir selon un objet A, a été constaté cliniquement, disons, par Lacan, comme un substitut, alors non pas de la suspension, de la soustraction de jouissance, mais du renoncement à la jouissance par renoncement à l'interdit de l'inceste, bien sûr. Le renoncement initial, qui est l'objet perdu initial, c'est évidemment pas organique, c'est psychique, et ce renoncement initial-là, il est le renoncement à l'objet incestueux. Or, Lacan a fait remarquer que pour pouvoir retrouver une jouissance quand même, eh bien, il n'y avait pas 36 moyens que de soutenir parce que le névrosé dans cette affaire perd totalement son désir. Le sujet oedipien, une fois qu'il doit renoncer à l'Oedipe, il perd son désir. Eh bien, pour retrouver
un désir, Lacan a fait remarquer qu'il est obligé de s'appuyer sur des substituts plus de jouir qui, là, sont les substituts de l'organisation de l'objet oral, anal, le regard et la voix, tous. Par exemple, dans l'exemple que j'évoquais tout à l'heure de cette analysante, Ouais. il est facile de voir en quoi la boulimie se substituait à l'objet amoureux, à l'objet sexuel. Et on le voit ça, vous l'avez vu dans n'importe quelle clinique dès que vous avez reçu des patientes anorexiques. Anorexiques, c'est un peu plus compliqué, mais boulimiques, sans aucun doute. La crise vient à la place pratiquement, presque ouvertement d'un rapport sexuel. Hein. Donc, d'un renoncement à l'objet incestueux, c'est-à-dire d'une forme de retrouvaille d'une jouissance, notamment dans la relation à la mère, bien sûr. Oui, justement, je voulais revenir sur cette vignette clinique Oui. à propos du stade oral, de la pulsion orale. Tu dis ça ne peut pas être pensé comme une loi, mais plutôt comme une position, enfin une question singulière comme ça. Et du coup, comment expliquer que l'anorexie est quand même une symptomatologie assez typiquement féminine? Oui, c'est sûrement dans la relation, à la mère, bien sûr, où on sait que tous ces troubles alimentaires sont constitués dans la relation à la mère, dont Lacan disait combien, du côté féminin, c'est plus un ravage. Oui. Donc il y a cette relation-là. Mais il y a aussi autre chose qui est ceci, qui est que puisque dans la loi sexuelle, dans la loi du rapport des sexes, l'objet féminin, c'est l'être. On demande à la femme d'être l'objet féminin. Eh bien, ça la rapproche forcément de cet être de l'objet oral par lequel elle est passée. Et donc, je pense qu'il y a une facilitation à ce niveau-là, en effet, des troubles alimentaires chez les femmes. D'ailleurs, lorsque vous avez des cas, parce que bien entendu, il en existe, des cas d'anorexie ou de boulimie, c'est plus rare, mais anorexie, ça n'est pas rare, chez les garçons, chez les jeunes hommes, ou beaucoup plus rarement chez les hommes, mais chez les jeunes hommes, de la même façon, là, vous retrouvez une identification féminine, souvent, et un lien à la mère absolument prévalent, très souvent, très souvent. Alors, juste, je termine sur comment le plus de jouir se substitue, alors non pas évidemment à l'objet du rapport sexuel comme tel dans l'enfance, ça va de soi, mais à l'objet incestueux auquel il doit renoncer dans l'enfance. C'est simple. À ces objets, donc il y a cette cause du désir qui est celle de continuer à être l'objet du désir dans l'objet anal. Cette cause orale, j'ai fait un lapsus, orale. Cette cause du désir qui continue à causer le désir du sujet concernant l'objet anal, là, qui est de toujours avoir quelque chose à donner, de toujours se faire demander quelque chose. On sait très bien dans quelle névrose on le retrouve, hein, notamment la névrose obsessionnelle, bien sûr. Mais à ces objets-là s'ajoutent des choses, c'est-à-dire le regard et la voix. Eh bien, il est facile de voir comment, au moment où on a dû renoncer, où l'enfant a dû renoncer à la mère comme étant son objet de désir ou comme étant son désir, eh bien, il continue à se soutenir, parce que sinon, ça ne serait pas vivable, tout simplement, d'un plus de jouir. Et le plus de jouir, c'est le regard de la mère, la voix de la mère. Ce sont ces plus de jouir qui continuent à causer le désir de l'enfant une fois qu'il a dû renoncer à la jouissance de la mère. Vous connaissez la blague de l'enfant qui appelle sa mère pour qu'elle le regarde en train de faire du vélo sans les mains. Maman, regarde. Et la blague se termine par maman, regarde, sans les dents. On connaît cette blague. C'est ce qui fait appel au regard de la mère comme substitut d'objet incestueux auquel il a fallu renoncer. Je trouve, c'est vraiment la façon dont Lacan a érigé l'objet A, et qu'il a complété, bien sûr, avec le regard et la voix, comme plus de jouir, c'est-à-dire comme substitut de la jouissance perdue dans l'enfance, soustraite dans l'âge adulte. Nous avons une question
par Internet, par Zoom, une précision sur ce que tu entends par la loi sexuelle du discours. Est-ce que cela se rapporte à l'homme et ce qui a et a ce qui est? Je ne saurais mieux dire, c'est exactement ça. Merci d'avoir posé la question. C'est absolument ce que Lacan. Alors, c'est Lacan qui a défini la loi sexuelle. Freud ne parlait pas de loi sexuelle. Pas du tout. C'est-à-dire que c'est Lacan qui a commencé à avoir une critique politique de nos lois sexuelles, donc de la civilisation patriarcale. Comment on le sait, Freud s'est moqué à un certain niveau de la civilisation patriarcale, mais pas jusqu'au bout, loin de là. Et il en avait, à son époque, tout le monde en avait besoin. Enfin, c'était clair et net. Tu veux dire, il s'en est moqué. Oui, enfin moqué. Disons, il l'a imagé à des tas d'endroits et il l'a bien analysé, il l'a bien déconstruite lorsqu'il a montré, par exemple, que les dieux pères avaient succédé aux déesses mères, que lorsqu'il a analysé les agents incestueux comme les dieux fils qu'on met à mort, n'est-ce pas? Toute cette mythologie-là, je dis moqué, c'est peut-être excessif, mais c'est quand même un peu moqué. C'était sa façon d'imager la façon, mais oui, la façon dont la civilisation patriarcale s'était construite. Oui, oui, tout à fait. Mais donc Lacan a été beaucoup plus loin puisqu'il a, lui, critiqué, pas attaqué, mais critiqué nos lois sexuelles et notre ordre symbolique avec la perversion paternelle. Et donc, lorsqu'il a dit, ça c'était en 1967, que, donc juste avant sa remarque sur la Genèse, comme quelque chose qui rend à jamais impossible la conjonction des jouissances, hein, que je citais tout à l'heure. Donc juste avant, c'est là qu'il avait décrit la loi sexuelle. Personne ne l'appelait comme ça jusque-là, et personne ne l'a repris depuis. Jusque-là, enfin, ne l'a repris depuis, et c'est dommage, parce que c'était extrêmement clair de montrer en quoi, en effet, ce qu'il allait amener comme notion centrale dans sa théorie, à savoir qu'il n'y a pas dans le langage de rapport sexuel comme tel entre les parlants, c'est-à-dire de rapports institués dans les discours, qui soient sexuels entre l'homme et la femme, eh bien, il a fallu pour ça qu'il fasse la démonstration qu'il y avait une loi sexuelle à partir d'un rapport sexuel. Ça, c'est une vraie démonstration, je trouve. Ça m'a en tout cas fait cet effet lorsque je l'ai découvert et que je le commente depuis inlassablement. Et avec une obstination et une clarté, je trouve, remarquable. Merci beaucoup, Gisèle. Merci de votre écoute. Donc, on se retrouve à 14h30 pour un petit après-midi clinique avec Claude Noël. Voilà, à tout à l'heure.